Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, encore un petit effort avant le week-end. Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc pour 30 minutes d'accès direct. Une émission en direct que vous pouvez voir sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi réagir et nous poser directement vos questions avec le hashtag accès direct sur nos réseaux sociaux. Je prends un peu en avance. Pour cette dernière de la semaine, Bernard Mogenet, le président de la FDSEA des Savoies, répondra à mes questions. Sur le plan loup notamment. C'est ensuite Pierre-Jean Crast qui viendra nous présenter les assises européennes de la transition énergétique. Et comme chaque vendredi, Camille Copin nous donnera ses idées de sortie pour le week-end. Mais avant tout cela, Pauline, bonsoir. Bonsoir Seb. Alors, pour le dernier JT de la semaine, on commence avec une zone commerciale qui fait déjà polémique avant même d'avoir été construite. C'est ça, ça va se passer du côté du Grand Épagny, juste à côté de nos locaux. C'est la CCI qui a ses locaux actuellement, ça a brûlé il y a quelques années. Et donc, il y a un projet effectivement de nouveau centre commercial qui devrait voir le jour. Ça ne plaît pas forcément aux élus et aux commerçants de la grande zone d'Épagny, parce que c'est vrai qu'il faut dire que la zone est déjà très grande. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Fanette de Bisson fera le point dans le JT. Et puis un sujet sur le Nobilag, on en a beaucoup parlé de nos confrères de Canal 9 en Suisse. C'est ça, on en parlera jusqu'au 4 mars prochain, jour de la votation. Là, c'est du côté du Valais. 200 personnalités militent contre l'initiative qui veut donc supprimer la redevance radio-télé. Elles sont regroupées dans un comité de soutien. Selon elles, les médias audiovisuels du canton sont en danger-ment. Ce sont donc nos confrères de Canal 9 qui feront le point dans le JT tout à l'heure. Notre petite sélection non exhaustive d'articles en presse, sur Internet. On commence, Pauline, avec une contre-performance pour Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Il était très attendu hier chez nos confrères de France 2 et c'est un grand oral qui fait flop. Il a signé la pire audience de l'émission politique depuis sa création. Seulement 1,5 million de téléspectateurs ont regardé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un score inférieur aux 3 derniers invités. Édouard Philippe avait fait 3,1 millions, Marine Le Pen 1,7 million et Jean-Luc Mélenchon un petit peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Et puis autre mauvais chiffre dans le sondage Odoxa d'en dessous, Consulting pour France Info et Le Figaro. Si Laurent Wauquiez est jugé dynamique par 59% des Français et même par 82% des sympathisants des Républicains, le patron du parti est perçu comme imitant le Front National à 51%, en hausse de 3 points depuis un mois, donc depuis son élection, agressif à 46%, démagogue à 44%, et une majorité de Français ne le juge pas compétent à 57%, pas sympathique à 61% et pas honnête à 64%. C'est pas des chiffres très flatteurs pour Laurent Wauquiez, mais c'est ça, pas non plus des adjectifs très sympas. Mais ce qui a beaucoup fait parler aussi hier soir, ce sont les quelques mots de Laurent Wauquiez qu'il a dit en arabe, comme pour adoucir un petit peu sa politique très droitière qui lui est reprochée en matière d'immigration. Le patron de LR a assuré à plusieurs reprises qu'il parlait arabe. Il a donc dû le prouver. Il a dit « Bien sûr que je suis pour l'échange, je parle arabe ». Pas sûr que cela suffise à faire dire à ses détracteurs que Laurent Wauquiez ne recherche pas les électeurs du FN. Et puis un mot de sport, puisque la liste des athlètes français sélectionnés et qualifiés pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang est tombée hier avec beaucoup d'athlètes locaux. Et oui, c'est J-14 avant les JO, ça y est, ça se rapproche. On connaît presque tous les Français qui partiront en Corée du Nord. Ils seront 104. Pour le moment, 99 noms sont sortis. Il y aura des ajustements jusqu'à dimanche, c'est encore possible. Et les Français sont bien évidemment très heureux de participer. On voit ici Chloé Trespech et Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui était remplaçant il y a 4 ans, qui sera donc titulaire cette année. Donc il espère ramener des médailles. Chloé Trespech aussi qui est très en forme, qui espère aussi ramener une médaille olympique. C'est donc l'objectif très clair et très affiché. Des médailles, il n'y a plus qu'à. Et toi Seb, donc on reparle du Nobilag. Oui, on l'a vu tout à l'heure, on y aura un reportage dans le JT. Mais à un peu plus d'un mois de l'échéance, les sondages commencent à fleurir chez nos voisins. Et le dernier sondage en date prouve que les Suisses rejetteraient à 60% cette initiative qui prévoit la suppression donc, du financement public de l'audiovisuel. Seulement 38% des 1200 personnes interrogées voteraient en faveur du oui. On apprend aussi que c'est en Suisse romande que le rejet du Nobilag est le plus fort avec 67% de non. On verra donc le 4 mars prochain si ces sondages avaient vu juste. On croise les doigts pour nos confrères. Voilà, on est avec eux. Et on parle de Mobalpa. Oui, la fin d'une époque chez Mobalpa, puisque Bernard Fournier, que vous voyez à l'image, président, directeur général du groupe Fournier, qui détient entre autres la marque Mobalpa, va passer la main après 44 ans passés dans l'entreprise. À partir du 1er mars prochain, c'est Philippe Crozet qui prendra la direction générale du groupe. Bertrand Fournier, lui, devrait rester président du conseil d'administration, mais il a assuré qu'il souhaitait prendre du recul, un changement de gouvernance qui doit être néanmoins entériné par l'Assemblée des actionnaires. Merci Seb. Merci Pauline, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Nous, on va prendre la direction, on va faire un long voyage, on va prendre la direction d'Aspen, dans le Colorado, aux États-Unis, où nous attend Xavier Bertoni. Xavier, bonsoir.
Salut. Alors on rappelle, hein, tu es skieur acrobatique, tu es en ce moment présent donc à Aspen aux côtés des Français pour les X Games. Les épreuves de ski halfpipe ont eu lieu cette nuit. On peut dire qu'elles n'ont pas forcément souri aux Français. Ouais, bah c'est vrai que c'était pas facile hier. Le pipe était parfait, les conditions étaient parfaites, mais le niveau est de plus en plus élevé. Là, les Américains sont vraiment, ont tout raflé hier. David Wise a remporté la compétition devant Alex Ferreira et Torin Yelter-Wallace. Et Kevin a tenté le tout pour le tout. C'était soit la première place, soit la dernière. Et au final, ça n'a pas super bien marché, mais il reste positif. Et l'objectif pour lui maintenant, c'est les JO, c'est d'être prêt à 100% pour les JO. Il a le run qu'il faut pour gagner et pour faire un podium là-bas. Marie Martinoël pour ses derniers X Games se classe 4e. C'est dommage, hein, pas loin du podium. Ouais, Marie aussi a super bien skié, mais ouais, elle a la place, ouais, la place qui chagrine un peu. Juste pour sa dernière participation, une 4e place, c'était c'était un petit peu dommage, mais le niveau était assez haut. Elle a bien skié, elle était contente et elle a tout donné, donc elle va être en forme pour les JO. C'est pareil pour elle. C'est vrai que le pipe n'a pas souri aux Français, mais il reste le slopestyle. Voilà, aujourd'hui, hein, donc, Avec Antoine aujourd'hui pour toi, donc le Adélis et slopestyle avec puis des chances françaises. Tess le 2. Des chances françaises pour le slopestyle. Ouais, ben là, Antoine Adélis est vraiment en forme. Il a les qualifs tout à l'heure là qui seront rediffusés sur SFR Sport 3 à 21h. Et nous, on est avec Kevin sur place pour faire des lives sur sur le Facebook d'SFR Sport Extrême. Je vais y arriver. Et c'est les deux Français en lice là pour le slopestyle ont vraiment des chances de médaille. Tess le 2 va aussi peut-être faire le big air. Donc, on va essayer de se rattraper sur le slopestyle. Merci en tout cas Xavier pour ce petit clin d'œil et puis tu passeras nos félicitations aux Français. Merci, à bientôt. Salut. Allez, on passe à notre invité du jour. Nous allons parler agriculture avec Bernard Mogenet. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes le président de la FDSEA des Savoies. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les principales missions de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ? Eh bien, la principale mission de notre fédération, c'est de défendre les intérêts de l'agriculture, mais aussi des agriculteurs, de nos adhérents. Je rappelle que la FDSEA est le syndicalisme majoritaire dans nos deux départements. Donc notre souci, c'est ça, c'est de défendre l'agriculture et nos agriculteurs. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Toujours beaucoup de travail, beaucoup de sujets qui nous occupent parce que je pense qu'on a beaucoup à dire sur notre métier, sur notre agriculture. Alors l'actualité la plus chaude, alors je ne sais pas si c'est la plus chaude, mais en tout cas c'est celle qui fait parler en ce moment, c'est concernant le loup. Vous venez donc d'émettre un communiqué de presse assez virulent, un communiqué de presse qui s'intitule « Plan loup 2018-2023, bien loin du compte » et ce n'est pas une fake news. Tout un programme. Tout un programme. Effectivement, le loup est malheureusement notre actualité depuis plus de 20 ans. Qu'il est revenu dans nos alpages et qui nous crée de gros problèmes de coexistence. La coexistence est juste impossible, inacceptable. Ça fait 20 ans qu'on se débat avec ce prédateur qui nous pose de gros problèmes. Et ce nouveau plan loup qui nous est proposé pour 2018-2023, effectivement, le compte n'y est pas et on ne s'y retrouve pas. Une fois de plus, c'est les éleveurs qui sont la variable d'ajustement et les éleveurs ne pourront pas survivre à ce nouveau plan loup. Qu'est-ce qui vous dérange principalement dans ce nouveau plan loup présenté par le gouvernement ? Ce qui nous dérange dans ce nouveau plan loup, c'est que déjà, on affiche d'ores et déjà qu'on veut 500 loups en France. 500 loups en France, pour nous, c'est un vrai problème. C'est beaucoup trop ? C'est beaucoup trop dans le sens où aujourd'hui, on nous annonce 360 loups, on a déjà des attaques qui sont insoutenables dans nos alpages, insoutenables par les éleveurs. Donc qu'est-ce que ce sera avec 500 ? Donc les 500 loups, pour nous, c'est insoutenable du fait que les attaques sont là. Les éleveurs ne peuvent plus vivre comme ils le vivent aujourd'hui. On ne peut pas mettre une profession sous pression comme elle est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? OK, on veut 500 loups. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour défendre les éleveurs ? Nous, ce qu'on prône, c'est le zéro attaque sur nos troupeaux. Zéro attaque sur nos troupeaux, nous, la seule façon qu'on connaisse, c'est que le loup ne soit pas présent dans les alpages. Là où on travaille, là où on fait de la qualité, nos produits de qualité, qu'on assure le devenir de la biodiversité dans nos alpages, qu'on assure les paysages qui font la renommée de nos départements. Voilà, donc aujourd'hui, c'est bien là-dessus qu'il y a un problème. Vous demandez dans ce communiqué tout simplement au gouvernement de remettre l'élevage au cœur des préoccupations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, clairement ? Aujourd'hui, je dirais c'est le cas dans les discours.
Mais pas dans les actes. Dans le discours, il n'y a pas de problème. On entend bien qu'ils veulent remettre... on a encore entendu notre président Macron hier au vœu de l'agriculture, dit qu'il faut remettre les éleveurs au cœur de la montagne. Maintenant, on veut des actes, des faits précis, concrets, qui font qu'on pourra y croire. Aujourd'hui, on ne peut pas le croire parce que tout ce qu'on voit dans le plan loup, c'est plus de durcissement sur l'élimination des animaux qui nous posent des problèmes, qui créent des attaques. C'est une conditionnalité de l'indemnisation des victimes qui sont pas acceptables par les éleveurs. On ne ressent pas ça dans les faits. Dans ce qui est écrit dans le plan loup, on ne s'y retrouve pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des faits et quelque chose de réel pour défendre l'agriculture. Pourquoi, selon vous, les discussions ont-elles achoppé entre les représentants FNSEA et les représentants des ministères de l'Agriculture, de la transition énergétique ces derniers temps? À mon avis, ils sont simplement achoppés parce que c'est le dernier recours qu'on a trouvé, que nos représentants nationaux ont trouvé pour se faire entendre, c'est de ne plus siéger. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis sur la table et proposé par nos instances nationales qui remontent de nous, de notre terrain, de notre ressenti de terrain, on propose ça depuis le printemps 2017. On ne retrouve rien de toutes les propositions qu'on a faites pour faire évoluer le plan loup dans le bon sens dans le texte qui nous est proposé. Donc aujourd'hui, forcément, si on n'est plus écouté, quel intérêt d'aller se mettre autour d'une table avec ces gens-là s'ils n'écoutent pas les propositions que les éleveurs font? C'est quand même nous qui vivons la problématique, c'est nous qui sommes sur le terrain. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas écoutés. Le fait que Émilie Bonivard et Vincent Rolland, deux députés Les Républicains, se soient associés à un groupe de députés qui dénoncent également ce plan loup, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'on sent que les élus, nos deux députés que vous venez de citer, comme d'autres aujourd'hui qui se mobilisent aussi, ou les élus de l'Association nationale des élus de la montagne aussi, sont mobilisés sur ce sujet, nous, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience dans les territoires. Et que c'est au-delà de l'agriculture, c'est un problème de qu'est-ce qu'on veut pour la ruralité, qu'est-ce qu'on veut pour le pastoralisme. Et forcément, nos élus prennent conscience de tout ça quand ils sont confrontés à cette problématique de prédation qui touche les éleveurs, mais qui touche demain le tourisme, parce que demain, c'est des éleveurs qui vont arrêter, des zones qui vont s'enfricher, donc ça va impacter le tourisme. Aujourd'hui, avec les mesures de protection qu'on nous impose, les chiens patous principalement, ça crée de vrais problèmes de cohabitation sur nos zones touristiques. Donc, effectivement, le territoire est mal barré dans ce sens-là si on continue de nier et de ne pas entendre les élus, aussi bien élus politiques que élus agricoles, sur nos problématiques de territoire. Ce plan loup fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 29 janvier prochain. Selon vous, c'est une bonne chose? Cette consultation publique, elle est inévitable. Aujourd'hui, c'est la loi qui l'impose, c'est comme ça. Je pense que c'est une chose qui est un peu tronquée. Parce que nos élus, nos agriculteurs, nos personnes dans le monde rural sont moins habitués à ce genre de consultation publique sur Internet et ne participent sûrement pas assez. On les incite à participer, à dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent sur le territoire. Aujourd'hui, je pense que ça tronque un peu les choses dans ce genre de consultation publique. On a beaucoup de gens qui sont des urbains, qui participent sans forcément connaître la problématique. Donc, je nie pas, c'est bien, enfin, il faut que les gens participent, parce que les gens s'intéressent. Mais je pense qu'ils participent sans avoir toutes les données du problème et sans vivre le problème sur notre territoire. Aujourd'hui, la situation, vue de l'extérieur, semble être dans une impasse. Quelle peut être la solution si le gouvernement ne fait pas machine arrière? Aujourd'hui, nous, clairement, si le gouvernement n'est pas capable d'entendre ce qui se passe sur les territoires, ne fait pas machine arrière, c'est malheureux à dire, mais on a des éleveurs qui vont arrêter, qui vont se dégoûter du métier. Aujourd'hui, comment peut-on installer des jeunes agriculteurs qui ont envie de s'installer? Aujourd'hui, on a développé des filières de qualité dans les ovins, dans les bovins. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont une vraie économie à faire sur nos territoires, ils ne pourront plus la faire. Donc on risque de mettre à mal l'économie, on risque de mettre à mal nos territoires, de l'enfrichement. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser les gens à l'illégalité, à essayer de défendre par leurs propres moyens les troupeaux. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. On peut avoir des drames dans ce cas-là. Comment? On pourrait avoir des drames. Effectivement, et les drames, on les a déjà. Et ça, c'est des drames humains qu'on vit aujourd'hui, et ça, personne n'en prend conscience. Moi, les drames humains qu'on vit aujourd'hui, c'est des éleveurs qui sont à bout, qui font des burn-out, qui n'en peuvent plus de vivre 24 heures sur 24, de dormir avec leurs troupeaux pour essayer de les protéger sans y arriver. Et ça, les drames, on les a déjà. C'est des drames humains, c'est un problème social qui est en train de se tramer dans nos montagnes. On désociabilise nos éleveurs, on désociabilise les gens qui veulent faire du pastoralisme, et ça, c'est un vrai problème. Une dernière chose, on vous sent revendicatif, ce qui est normal. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis très inquiet sur l'avenir de l'agriculture, sur l'avenir de notre pastoralisme et sur le devenir de nos éleveurs. Moi, c'est des gens, on les côtoie tous les jours, je suis moi-même éleveur, mais comment on peut continuer d'aller au boulot tous les matins, faire notre métier qu'on aime, parce que c'est un métier de passion, en sachant tous les matins qu'on va trouver des cadavres, qu'on va aller ramasser des cadavres, qu'on va vivre ce drame-là. C'est des drames humains, des drames familiaux aussi, qui se trament sur nos montagnes et personne n'en a connaissance. Merci beaucoup Bernard Mogenet et surtout bon courage pour la suite.
Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Et on va parler de transition énergétique avec mon deuxième invité, Pierre-Jean Crast. Je vous invite à prendre position sur ce canapé. Alors, je rappelle, vous êtes le troisième vice-président du pôle métropolitain français, pôle métropolitain du Genevois français. Vous êtes présent donc sur ce plateau pour nous parler un petit peu des 19e assises européennes de la transition démographique qui ont lieu du 30 janvier au 1er février. Quels sont les différents objectifs de ces 3 jours ? Alors, ces assises s'inscrivent dans une organisation qui a déjà 18 ans. C'est la 19e année successivement entre Dunkerque et Bordeaux. Et donc, avec nos amis genevois, on est rentré dans le comité d'organisation. Et donc, ça a lieu à Genève sur la partie assise officielle et puis sur l'ensemble du territoire franco-genevois. L'objectif, c'est de répondre à la fois aux demandes des professionnels qui ont leur congrès annuel, comme il y a tout un tas de professionnels qui ont leur congrès, mais aussi d'inscrire cette transition énergétique au sein des foyers par l'organisation d'un OFF. Près d'1 million de personnes vivent dans ce qu'on appelle le Grand Genève. C'est donc tout naturellement, j'imagine, que vous avez souhaité intégrer ces assises. Oui, parce qu'on a un territoire qui a une certaine maturité sur ce sujet-là. C'est une métropole qui dépense beaucoup, qui consomme et qui doit en parallèle penser à son mode de développement. Donc il nous semblait que, parce qu'il y avait déjà des initiatives qui étaient tout à fait positives, c'était naturel qu'on accueille cet événement. Est-ce que 3 jours, c'est pas trop court pour essayer de faire avancer la planète ? Écoutez, la planète, elle avance toute l'année parce que 3 jours, c'est au moment où tout le monde se rencontre, fait un point sur l'état de l'art. Chacun repart avec ses projets, ses idées, et puis a une année pour les initier ou les mettre en œuvre. Quelles vont être les principales grandes thématiques là, que vous avez développées ? En ce moment, en matière de transition énergétique, le sujet, c'est le stockage de l'énergie. Comment massifier la transition énergétique ? Il y a des initiatives de collectivités, d'entreprises, mais la transition sera réussie lorsque tout citoyen, chacun s'y mettra. Et donc justement, l'idée, c'est à la fois dans l'organisation officielle, mais dans le OFF, de démontrer aux citoyens qu'il est un acteur et que les petits ruisseaux font des grandes rivières et que chacun peut y contribuer. On connaît la problématique du Grand Genève. Vous, en tant qu'élu français, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces assises ? Ce que j'attends, c'est à la fois qu'elle nous donne un plateau de qualité avec des conférences intéressantes et que le dynamisme qui est en route dans cette thématique se maintienne. Et puis par l'organisation du OFF, que les citoyens se sentent vraiment responsables. Il ne faut pas tout attendre des collectivités, des lois, des gouvernements, des grandes conférences. La plus grande efficacité sera lorsque les millions de personnes s'y mettront, parce qu'ils y ont intérêt. Chaque année, un foyer consacre à peu près 2 000 € par an sur sa consommation énergétique, l'essence, etc. Il y a des enjeux sur la propre santé des gens, on le sait sur la qualité de l'air notamment. Donc il ne faut pas tout attendre, il faut être soi-même acteur. Est-ce que ça passe aussi, en restant dans cette thématique, est-ce que c'est pas aussi qu'il faut que les gens prennent conscience de la situation ? Alors, je crois que la prise de conscience, surtout en Haute-Savoie, elle est particulièrement évidente. Il suffit de regarder l'évolution de la limite pluie-neige, ce qui se passe sur le massif du Mont-Blanc, la mer de glace. Donc chacun voit qu'il y a une évolution du réchauffement climatique. Chacun a pu entendre dans les dernières actualités, dans les mois précédents, l'impact de la qualité de l'air sur la santé. Une dégradation de la qualité de l'air, c'est des gens qui décèdent par anticipation parce que ça génère un certain nombre de maladies. Donc je pense qu'elle est présente. Il y a une population qui, avec la nature, qui est tellement présente dans notre département, la respecte davantage. Et je crois que par rapport à d'autres départements, il faut être fier justement de cet état d'esprit. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'interview, en marge de ces assises, plusieurs événements à côté. Il y a le village de la transition, le carrefour des métiers et un OFF. Qu'est-ce que c'est ? OFF, c'est une manière de donner la parole à la société civile. 60 associations ont répondu à un appel à projet, et donc on leur donne des moyens de communication. Et donc c'est à peu près 94 événements, c'est des conférences, c'est des films. Mardi prochain, au centre de congrès de Genève, Bertrand Piccard viendra mardi 30 à expliquer son tour du monde solaire, non pas pour aller dans le sens de l'exploit technique, pour démontrer que les choses impossibles, finalement, deviennent possibles lorsqu'on s'y met. C'est des visites de sites, c'est des expérimentations scientifiques, que ce soit pour les enfants, pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait de la transition énergétique, sur l'ensemble des territoires français, du Pays de Gex, Genevois français, jusqu'à Bonneville. Les gens ont répondu favorablement. Écoutez, depuis une semaine que l'OFF a démarré, c'est déjà plus de 1000 personnes qui ont assisté aux manifestations OFF, des ciné-débats, etc. Donc aujourd'hui, les résultats sont déjà là.
Vous êtes satisfait de voir tout ce qui se fait. On rappelle, vous êtes en charge notamment de tout ce qui est transition énergétique. On peut forcément faire plus, mais est-ce que dans le comportement, dans les mœurs, ça commence à prendre? Oui, ça va très vite. J'ai des enfants, je me rends compte qu'à la fois dans leur façon de voir les choses, la communication qu'ils reçoivent, et puis leur mode de pensée, que ce soit les enfants, les collègues au travail, etc., les choses évoluent. Chacun essaye de rechercher les solutions qu'il peut faire à son niveau, et donc c'est notre rôle de les proposer, ces solutions. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, continuellement à avancer dans ce sens? Écoutez, moi, ce qui me pousse, ce n'est pas forcément une fibre écologique, écologiste, etc. Évidemment, on a tous une certaine sensibilité, mais s'il fallait compter que sur cette fibre écologiste, on n'y arriverait pas. Ce qui me pousse, c'est qu'il y a un respect des générations futures. Il y a surtout la responsabilité que notre action a des conséquences qui ne sont pas acceptables pour notre environnement. Voilà. Et puis il y a aussi une chose importante, on ne l'a pas dit, c'est pour la première fois depuis le début de ces assises qu'elles vont avoir lieu, non pas à Dunkerque et non pas à Bordeaux. C'est aussi un signe, le fait de s'ouvrir? Oui, c'est vraiment une reconnaissance de ce territoire, de la Haute-Savoie, du Grand Genève français et suisse. Une reconnaissance par les co-organisateurs et puis par l'État qui est co-organisateur. Ils nous ont validé cette organisation il y a 1 an. On y est, ça ouvre la semaine prochaine. Et je crois qu'au regard du nombre d'inscriptions et puis aussi la dynamique dans la société civile, on est en train de démontrer qu'on est en train d'arriver. Un petit mot sur le village de la transition qui lui aussi est installé. Ça aussi, c'est important? Oui, c'est important parce que les conférences, les ateliers, il y a 130 ateliers et conférences, c'est quand même relativement dense. Un village, c'est un espace de démonstration pour montrer, j'indiquais tout à l'heure, l'état de l'art, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donner des idées, des rencontres, puisque les projets, c'est toujours la rencontre entre des gens qui ont des idées, des gens qui ont des potentiels un petit peu moins financiers. formel peut-être? Tout à fait, oui. Parce que dans un congrès, tous ceux qui ont participé à des congrès, c'est vraiment à marche forcée. Et donc un espace où on regarde moins la montre et puis l'information vient à soi. On ne l'a pas précisé, tout ça, ça va se dérouler du côté de Palexpo. C'est à Palexpo à Genève. On rappelle les dates? Du 30 au 1er février, avec une soirée ouverte au public le mardi avec Bertrand Picard. Merci beaucoup, Pierre-Jean Crasse. Merci à vous. Et bonne continuation en tout cas. On est vendredi, je suis certain que vous l'attendez avec impatience. Camille Copin va me rejoindre sur ce plateau pour la rubrique Dans mon calepin. C'est dans mon calepin. Salut Camille. Salut Seb. Alors on commence avec un événement du côté de Manigo. Oui, c'est la Side Hits. Ce sera la première édition de cet événement au col de la Croix-Frie à Manigo ce samedi. C'est un événement ouvert à tous pour 30 € pour les participants comprenant forfait, contest et repas. Au programme de 11h à midi, il y aura un contest pour les jeunes riders locaux en partenariat avec l'école de ski français de Manigo. De 14h à 17h, pros, amateurs, skieurs, snowboarders, un peu de tout, rideront tous ensemble pour tenter d'être parmi les 14 finalistes. De 18h à 19h45, il y aura donc les finales des skieurs et snowboarders issus des qualifications et la remise des prix sera à 20h et à partir de 21h on enchaîne avec un DJ set au bar chez Fonfon jusqu'au bout de la nuit, donc voilà, histoire de bien finir la journée. Un beau programme. Un peu de trail du côté d'Arèche-Beaufort. Oui, c'est ce week-end. Donc à Arèche-Beaufort en Savoie, il y aura 2 types d'itinéraires. Il y aura des parcours à thème avec des ateliers le samedi et des randonnées tracées le dimanche. Donc il y a également 3 niveaux différents pour chaque jour. Découverte avec un dénivelé maximum de 500 mètres, progression avec un dénivelé de 800 mètres et autonomie avec jusqu'à 1200 mètres de dénivelé. Donc le samedi, vous pourrez participer à des activités ski, orientation, secours en avalanche ou encore respect de la faune en hiver. L'accueil des participants se fera de 8h30 à 9h30 sur la plateforme Pyramenta et les ateliers seront assurés jusqu'à 16h. Et le dimanche, vous aurez rendez-vous à 8h sur la même plateforme pour faire la composition des groupes selon les niveaux pour les randonnées. Toutes les infos sont à retrouver sur le site arèche-beaufort.com et on vous accueillera à l'Office du tourisme de Beaufort de 20h à 22h le vendredi soir. Puis une opération très utile et très intéressante du côté de Thonon-les-Bains. Oui, tout à fait. Ce samedi 27 janvier, je vous propose d'aller faire un tour à Thonon-les-Bains à l'espace des Ursules. De 10h à 16h, vous pourrez y suivre une sensibilisation au premier secours et à la réduction des risques. Donc, comme le rappelle l'unité locale de la Croix-Rouge française du Chablais, chaque citoyen peut être confronté à une situation d'urgence. Il peut être le premier témoin et donc le premier à intervenir en attendant l'arrivée des secours. Et l'apprentissage des gestes de premier secours est à la portée de tous. Donc, avis à ceux qui ne sont pas encore formés ou même à ceux qui le sont déjà.
Moi, j'avais été formée personnellement, je pense qu'une petite piqûre de Piqûre de rappel rappel. ne me ferait pas de mal. Donc je le rappelle, rendez-vous à l'espace des Ursules à Thonon-les-Bains demain samedi de 10h à 16h. Direction la Suisse à présent pour un événement qui allie l'effort et le réconfort. Tout à fait, ce sera du côté de Morgin. Je vous propose de chausser les raquettes et de partir à la découverte des produits du terroir morginois, le tout à la lumière des torches. Donc ça se passera demain samedi 27 janvier. C'est une balade nocturne dans le vallon de Thé avec comme but final évidemment la dégustation des raclettes des alpages à la salle de la Jeure. Les départs se font entre 16h30 et 20h à l'office de tourisme et si vous souhaitez amener avec vous votre animal de compagnie, sachez qu'il sera le bienvenu. Original. Voilà, tarif pour un adulte, ce sera donc 40 francs suisses, comprenant le parcours, la location des raquettes et la dégustation. Et pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est moitié prix, donc 20 francs suisses. Toutes les infos sont à retrouver sur leur page Facebook ou sur morgin.ch. On reste en Suisse avec une idée de brunch. Tout à Chose fait. que tu apprécies particulièrement. Voilà, aussi bien en été qu'en hiver, les brunchs, c'est toute l'année. Donc c'est le Spot, la maison de quartier de Schenbourg en Suisse, qui est donc à 2 pas de la frontière de Moelle-Sulaz, qui organise les petits déjeuners en musique de 10h à 13h de temps en temps les dimanches matins. Donc la dernière fois, voilà, le 14 janvier, j'en avais pas parlé, mais donc c'était Sophie Dequet and the Wave Guards. Ce dimanche, ce sera Joule. Et non Alors pas attention, Joule. voilà, petite différence. Je suis allée écouter par contre ce qu'ils font, effectivement, c'est bien sympa, voilà, c'est bien dynamique et c'est sympa pour un dimanche matin. Et l'entrée est libre et pour 10 francs suisses, tu as donc le concert compris et ton petit déjeuner salé ou sucré selon ce que tu préfères. Moi, je suis plutôt salé. Pas mal, moi aussi. Moi, sucré, moi, sucré. Et on finit avec un très très gros morceau, une course à pied un peu particulière. Oui, c'est un peu mon événement phare pour ce week-end. Pourtant, l'événement a lieu en avril, mais je prends un peu d'avance parce que voilà, c'est un événement bien sportif. Donc avant d'en parler, Seb, je te propose d'écouter quelques réactions des participants de l'année dernière. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois? Oui. Et alors? Et C'est alors évident ou quoi? On se pose des questions. Pour sûr. La première fois? Première, ouais. Et alors? Première. Comment on aborde la première édition de l'Ultramontée du Salève? Un peu stressée quand même parce que ça monte pas mal. Ça va? Ça va bien, oui. On verra, après 6 heures, comment ça ira. Combien de montées? Je vise 3 montées. Donc ça, c'était avant. Voilà, donc si vous l'aviez deviné, c'est la 9e édition de l'Ultramontée du Salève. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un circuit de 3,2 km et 663 mètres de dénivelé positif. Jusque-là, tout va bien, mais en fait, les participants et participantes ont 6 heures pour atteindre le plus grand nombre de fois possible le sommet du Salève. Et alors attention, Seb, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'ils ne redescendent pas à pied, mais en téléphérique. Donc en fait, ils ne font que de la montée. Donc évidemment, les temps d'attente pour le téléphérique sont décomptés du temps officiel. Pour l'anecdote, les records actuels sont détenus par Julien Couder qui avait fait 9 montées en 4h44 et Caroline Chavreau avec 8 montées en 4h51. Donc bravo à eux. Les inscriptions peuvent se faire sur le site www.ums74.fr ou par téléphone au 04 50 79 06 89. Ça s'affiche normalement sur votre écran. Il ne reste déjà plus qu'une centaine de places sur 350. C'est pour ça que Faut se j'en parle dépêcher. aujourd'hui. Donc voilà, si vous souhaitez la faire, inscrivez-vous vite. Et puis je vous invite maintenant à écouter les réactions des personnes à la fin de l'édition. Attends, fais voir. Mais t'as encore largement le temps d'en refaire là. Comment ça, non? Je te file mon dossard et tu la fais à ma place si tu veux. Moi je peux pas. Bon allez, je vais quand même passer la ligne d'arrivée. Bah oui. Ouais. Allez. C'est mon 3e. Oh, cool. J'ai fini l'objectif. C'est fini? Je pense pas que j'aurai le temps pour la 4e, donc on verra. Possible. C'était dur, mais c'était génial. Ah, je suis très contente. Qu'est-ce que tu préfères comme parcours? Celui-là, Ah ouais? nettement mieux. Ouais. Pourquoi? C'est pas l'autoroute, c'est plus nature, plus ensoleillé. C'est sûr. Boîte matinale, j'ai mal. Donc voilà, les avis sont plutôt positifs. Il y en a qui souffrent, mais qui sont bien contents. Et puis je tiens à saluer, si tu me le permets, Seb, la performance de Quentin Ray que j'ai découvert sur cette vidéo. C'est mon maréchal ferrant et il a fini 10e l'année dernière. Donc bravo à lui. Merci beaucoup Camille. On se retrouve vendredi prochain. Merci. Avant de se quitter, le rappel des titres du JT avec Pauline qui va nous rejoindre.
Ils s'entraînent pour la montée de salaire. Je m'entraîne pour la montée du C'est salaire. le 14 avril. Oui, bah super, je vais aller m'inscrire, il reste des places. Alors Pauline, pour ce dernier JT de la semaine, on parle d'un projet de zone commerciale qui fait déjà grand bruit. Oui, ça se passera a priori du côté du Grand Épagny, juste à côté de chez nous. C'est la CCI qui a les locaux et le projet, c'est un nouveau grand centre commercial. Ça fait un petit peu polémique du côté des élus et des commerçants de la grande zone d'Épagny. Y a-t-il de la place pour tout le monde? Élément de réponse dans le JT. Le bilag, suite, mais pas fin. C'est ça, la fin ce sera le 4 mars, mais pour l'instant dans le Valais, un comité de soutien s'est monté pour soutenir toutes les télés, les radios et les télés. Sans elles, les médias audiovisuels sont en danger de mort si la votation est positive pour le no bilag. Donc on fera le point avec nos confrères de Canal 9. Merci Pauline, on te retrouve tout de suite après cette émission pour le JT. C'est fini pour aujourd'hui, ça fait un plaisir, un réel plaisir de vous accompagner toute cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité derrière votre télé ou sur nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. À partir de lundi, vous avez rendez-vous avec Olivia à cette même place. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end sur Bitmomba.